Nous accueillons donc le directeur exécutif de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, plus communément connu sous le sigle Frontex. Nous avons partagé ensemble un petit déjeuner chez le président il y a quelques instants, ce qui expliquait mon retard personnel. Merci, monsieur le directeur exécutif, d'avoir pris le temps de venir rendre compte devant notre commission de votre action à la tête de Frontex, en dépit d'un agenda qui, compte tenu des circonstances, doit être particulièrement chargé, notamment à la frontière biélorusse, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors cette audition va nous permettre de poursuivre les échanges que nous avons eus, moi-même et un certain nombre de nos collègues, lorsque nous étions à Varsovie, puisque je rappelle que le siège de Frontex est à Varsovie. C'était le mois dernier, fin octobre. Alors, en premier lieu, cette audition va être pour vous l'occasion de nous livrer un éclairage sur le fonctionnement et l'évolution de l'agence Frontex qui a connu de nombreuses mutations depuis votre nomination en 2015, lorsque vous avez pris les fonctions de directeur exécutif, en particulier l'adoption du règlement de septembre 2016. À cet égard, vous nous ferez un bilan des principales innovations prévues par ce règlement et en particulier la mise en place d'un officier aux droits fondamentaux au sein de l'agence ou encore le mécanisme de responsabilité partagée entre l'agence et les États membres dans la protection des frontières extérieures. Dans le droit fil de cette réforme, vous pourrez aussi nous dresser un état des lieux sur le déploiement du contingent permanent de garde-frontières mis à la disposition de l'agence et sur la perspective d'atteindre l'objectif de 10 000 agents à votre disposition à l'horizon 2027. Puis, j'espère que vous serez en mesure de nous éclairer par des éléments concrets sur l'attaque hybride que l'Union européenne affronte actuellement à ses frontières avec la Biélorussie et sur le soutien que Frontex a apporté à la Lituanie et à la Lettonie depuis le mois de juillet dernier en déployant plus de 100 agents et en apportant à ces pays un soutien logistique pour la fourniture de voitures, d'hélicoptères aux fins de surveillance des frontières. Le haut représentant à la politique extérieure européenne, M. Borrell, a estimé il y a une quinzaine de jours que la situation était désormais sous contrôle. La Commission a annoncé que la Pologne avait sollicité l'aide de Frontex, ce qui est assez nouveau, puisqu'au départ, ils ne voulaient pas en entendre parler, pour assurer le retour dans leur pays d'origine des étrangers n'ayant pas vocation à obtenir un titre de séjour. Et donc, sur ce point, vous nous donnerez votre analyse globale sur l'attitude de l'Union européenne et de ses institutions au cours de cette crise inédite qui a donné lieu à une instrumentalisation sans précédent des mouvements migratoires afin de déstabiliser un certain nombre de nos partenaires et d'une manière générale de l'Union dans son ensemble. Vous nous direz en particulier si Frontex dispose aujourd'hui des moyens adaptés, tant sur le plan matériel et financier bien sûr que juridique. Et j'insiste sur ce point car je crois qu'il y a un véritable problème à cet égard, sur le contenu juridique de la mission, afin que vous puissiez justement exercer ces missions pour la protection de nos frontières extérieures. Vous nous direz quelles leçons vous tirez de cette crise et des instruments qui restent à mettre en place pour être en mesure d'y répondre, puisque on sait bien que le souhait des Européens, c'est qu'effectivement avoir des frontières sécurisées. Enfin, à quelques semaines de la PFUE, de la présidence française de l'Union européenne, on serait heureux de vous entendre sur les différents projets de réforme relatifs à la protection des frontières extérieures, qui est soit en discussion, soit en cours d'élaboration. Outre l'adaptation temporaire des procédures de demande d'asile aux frontières avec la Biélorussie, qui a été proposée par la Commission la semaine dernière, le gouvernement français ambitionne de faire aboutir avant l'été prochain les négociations relatives à la réforme du Code des frontières Schengen. Vous nous direz quels sont les principaux enjeux de cette réforme et si elle est susceptible d'avoir des conséquences sur l'activité de Frontex en matière de protection de nos frontières extérieures. Je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est retransmise en direct sur le site du Sénat. Je vous propose, selon les méthodes de la Commission, de vous exprimer pendant une quinzaine de minutes, si vous le voulez bien, en titre d'introduction, puis après, un certain nombre de nos collègues, ils sont nombreux aujourd'hui, vous interrogeront sur tel ou tel point, ainsi que peut-être le président Rapin, qui est à mes côtés. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Mesdames et messieurs les sénateurs. Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter ce matin pour vous présenter la mise en œuvre du mandat de l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L'un des éléments majeurs du nouveau mandat de l'agence qui est entré en vigueur en 2019 est la constitution du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Et aujourd'hui, en termes de déploiement, nous avons une force sur le terrain, aux frontières extérieures de l'Union européenne et dans certains pays voisins, notamment dans les Balkans, comme l'Albanie, la Serbie et le Monténégro. Nous avons au total entre 2000 et 2200 personnels qui sont déployés à l'instant où nous parlons. Nous avons plus de 200 véhicules terrestres qui sont déployés dans le cadre de nos opérations, soit des véhicules de patrouille, de surveillance, soit des véhicules pour le transport des migrants. Nous avons actuellement 4 hélicoptères engagés. Ce sont des moyens qui sont mis à disposition par les États et remboursés par l'agence parce que nous n'avons pas encore nos propres hélicoptères, mais nous avons dans le mandat de l'agence également la mission de constituer des capacités opérationnelles et d'acquérir un certain nombre de moyens de surveillance. Nous avons 18 navires qui sont engagés et nous avons déjà des avions, notamment aussi la possibilité d'avoir des avions de l'agence qui sont loués à des compagnies. On y reviendra peut-être ultérieurement. Nous avons aujourd'hui en termes d'opérations, les plus grosses opérations sont en Grèce. Nous avons 450 personnels. Nous avons en Italie 200 personnels. Nous avons un peu plus de 200 personnels en Espagne, y compris les îles Canaries. Et nous avons évidemment en Lituanie une centaine de personnels qui ont été déployés depuis le mois de juillet, donc en réponse à la menace hybride que vous avez évoquée, Monsieur le Président, et j'y reviendrai. Nous avons en réalité effectivement un mandat qui nous permet d'offrir un appui, c'est ça le mandat de l'agence, d'appuyer les États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen à faire du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures. Le mandat porte sur la surveillance, mais aussi, je dirais, on peut l'analyser en termes de prévention, de lutte contre l'immigration irrégulière, qui est l'un des phénomènes majeurs à nos frontières extérieures de l'Union européenne. Mais il y a également un mandat qui est orienté vers la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et pas uniquement en lien avec l'immigration irrégulière, ça peut être aussi lutte contre le trafic de drogue aux frontières extérieures, prévention des menaces terroristes. Et puis, en matière migratoire, il y a aussi le mandat de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, pour lesquels nous avons des résultats opérationnels de plus en plus importants, avec plus de 10% aujourd'hui des éloignements effectifs de l'Union européenne vers des pays tiers, qui est réalisé avec le concours et le soutien de l'agence Frontex. Nous avons dans ce corps européen, aujourd'hui, effectivement, l'objectif qui a été fixé de 10 000 personnels en 2027. Et la particularité, et c'est ça la grande nouveauté du mandat aujourd'hui, c'est que nous avons des agents, un tiers du personnel déployable et du personnel de l'agence. Donc pour la première fois, nous avons des agents publics de l'Union européenne portant l'uniforme européen bleu qui a été dessiné pour cette fonction, qui ont le pouvoir d'utiliser la force pour faire respecter donc le code frontière Schengen sous le commandement tactique des États hôtes, puisque ce sont eux qui gardent la souveraineté, mais dans le cadre d'un plan opérationnel qui est agréé entre l'agence et l'État hôte de nos opérations. Donc aujourd'hui, nous mettons en œuvre, nous avons alors à peu près 650 agents publics européens qui sont nos propres agents.
500 sont déjà déployés sur le terrain, 150 sont encore en formation à l'école de police nationale d'Avila en Espagne, donc c'est avec l'Espagne que nous avons une coopération pour cela en ce moment. Et nous offrons donc ce que nous appelons un catalogue de services aux États membres, donc qui couvre la panoplie de tout ce qui est dans notre mandat. Donc en réalité, le mode opérationnel va, on va dire, de très grandes opérations qui ont un caractère quasi permanent comme Poséidon en Grèce, Indalo en Espagne, Thémis en Italie, jusqu'à des activités qui sont plus ponctuelles, de plus petite taille et qui peuvent être donc aussi pour nous un moyen d'appuyer tous les États membres. Je crois que ça c'est très important de voir que l'agence avec le corps européen n'est pas simplement une espèce de système de secours, de gestion de crise, mais c'est un partenaire opérationnel quotidien de l'ensemble de tous les États membres de l'Union européenne. Une dimension importante aussi à noter, c'est qu'en matière de lutte contre la criminalité aux frontières extérieures, nous avons un mandat qui nous permet de collecter des données personnelles à des fins d'enquête pénale. Donc nous ne conduisons pas les enquêtes, ce n'est pas notre mandat, mais notre mandat c'est de collecter l'information, les données personnelles aux frontières extérieures lorsque nous auditionnons des personnes, soit parce qu'elles sont entrées régulièrement ou en tout cas au moment du franchissement des frontières il y a une interaction. Et nous partageons cela avec Europol et nous sommes en train de réviser notre cadre. Bon, ce sont des décisions internes prises par le conseil d'administration, mais c'est tout à fait en phase avec notre mandat pour échanger davantage avec les services de police et d'enquête nationaux dans les États membres. Et nous avons aussi la possibilité de le faire avec Eurojust. Donc là, c'est un axe important pour ne pas simplement rester sur l'impression que c'est un mandat migration, mais c'est aussi un mandat de lutte contre la criminalité aux frontières. Nous avons un concept opérationnel qui s'inscrit dans un cadre je dirais, d'une coordination plus importante au niveau opérationnel, la gestion intégrée des frontières extérieures. Ça veut dire non seulement qu'il y a en application du mandat l'ambition d'avoir une coordination de la programmation, on va dire, des investissements à réaliser, de l'acquisition d'un certain nombre de capacités qui doivent être coordonnées au niveau européen, à la fois pour équiper les forces nationales des États membres, mais aussi pour équiper l'agence et le corps européen qui vient en soutien. Mais le concept opérationnel de la gestion intégrée signifie aussi qu'à l'intérieur de chaque État membre, les différentes autorités nationales qui contribuent à la gestion des frontières extérieures doivent avoir une coopération plus souple. Quelques exemples. Bon, dans notre mandat, il y a évidemment une composante terrestre, il y a une composante maritime. Nous avons aussi une mission de créer des fonctions de garde-côte au niveau de l'Union européenne, en lien très étroit avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne de sûreté maritime, et évidemment tous les partenaires maritimes, tous les garde-côtes, ou en tout cas les forces nationales qui ont des moyens maritimes. Nous avons une dimension également de coopération avec les douanes, qui est également un sujet stratégique, puisque les services douaniers, si je mets de côté la fonction fiscale, qui n'est absolument pas dans le mandat de l'agence Frontex, mais tout ce qui a trait à la sécurité, à la lutte contre la criminalité, par exemple la lutte contre le trafic de drogue, il est évident que des synergies avec les services douaniers nationaux sont souhaitables, nécessaires, et elles ont lieu notamment également en France, mais pas seulement. Il y a ensuite, comme dans notre catalogue de services offerts aux États membres, nous sommes en train de mieux faire connaître le mandat de l'agence. Je crois qu'il est très important que le mandat de l'agence soit connu bien sûr par les services opérationnels des États membres qui peuvent faire appel à nous, doit être connu aussi
me semble-t-il, des responsables politiques. Et je vous remercie encore de l'invitation au Sénat en France, parce que ça permet aussi de rendre compte à la représentation nationale d'un certain nombre d'États membres intéressés de ce que nous faisons. Parce que le mandat de l'agence, le déploiement du corps européen, a un impact direct sur des questions de sécurité, et c'est une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres. Alors, il y a évidemment une situation particulière à la frontière entre la Biélorussie d'un côté et l'Union européenne, et plus précisément la Lituanie, la Pologne et la Lettonie, qui souffrent d'une menace hybride. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on avait une vidéo, je ne sais pas si on peut la montrer, ou si... Alors voilà. En tout cas, je peux déjà commencer à parler en attendant que peut-être le film soit disponible. En fait, Loukachenko a décidé de faire simplement une œuvre de chantage auprès de l'Union européenne, mécontent des sanctions de l'Union européenne, puisque ce qui est à la clé, c'est la non-reconnaissance de son réélection à l'été 2020. Voilà. En tout cas, on a des opérations donc, qui sont, en tout cas pour camper le paysage, il y aurait entre 7 000 et 15 000 migrants encore en Biélorussie, dans l'attente de franchir irrégulièrement la frontière pour entrer soit en Lituanie, soit en Pologne, soit en Lettonie, mais enfin c'est surtout la Pologne qui a été, la Lituanie qui sont un abcès de fixation, avec une violence, une escalade de la violence qui fait que la Pologne n'a pas souhaité avoir la présence du corps européen et de Frontex physiquement à sa frontière terrestre. Je pense que la Pologne a réussi à déployer entre 25 000 et maintenant, je crois, près de 30 000 personnels polonais militaires et gardes-frontières civils. Vous voyez qu'avec nos 2000 à 2200 personnels civils pour toute l'Union européenne, nous ne faisons pas encore le poids. Alors là c'est une autre menace hybride, mais je crois que c'est intéressant. C'est les gardes-côtes turcs, parce qu'il y a eu aussi des menaces hybrides de la part de la Turquie dès 2020. Et vous voyez les gardes-côtes turcs qui sont en train de harceler. Eh bien, je crois que c'était un bâtiment finlandais travaillant pour l'opération Poséidon en mer Égée. Donc, ce sont des manœuvres qui ne sont pas vraiment professionnels dans les règles de l'art. Donc là, c'est la frontière, c'est vu de ce qui se passe côté biélorusse, où on a des hommes en uniforme, côté biélorusse, qui poussent des migrants qui parfois ne sont pas non plus très volontaires, mais en tout cas qui sont contraints soit de traverser lorsqu'il n'y a pas d'obstacle physique, soit... Il y a des scènes, on en a vu là en Pologne ces dernières semaines, avec des véritables escalades avec l'usage de la violence pour détruire l'infrastructure construite par la Pologne. Donc ce sont évidemment par menace hybride, on entend une instrumentalisation, il faut quand même le voir, des migrants comme moyen de pression politique ou géopolitique. Voilà, donc c'est bien des Finlandais, je crois qu'ils sont en bleu et blanc, donc ce ne sont pas des Grecs, mais ce sont des Finlandais. Il y a eu ce type d'incident a duré à peu près une heure, plus d'une heure, 1 heure et demie. Voilà, donc on a eu régulièrement au cours de l'année 2020 ce genre de comportement dans les eaux territoriales grecques.
voilà. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui la question qui se pose évidemment pour l'Union européenne est celle de la réponse, mais pas seulement opérationnelle, car vous voyez bien qu'on n'a pas affaire à une immigration, je dirais, irrégulière, traditionnelle, naturelle, si je puis dire. Ce que j'appelle par naturel, c'est lorsque vous avez une route migratoire qui est le fruit de la géographie, qui est le fruit évidemment de certains groupes criminels ou de passeurs qui ont comme objectif de faire de l'argent en exploitant la misère humaine. Mais là, on a affaire à des instrumentalisations politiques. Donc ça veut dire que la question est politique et géopolitique. La Turquie était déjà un bon exemple au printemps 2020, lorsque le président Erdogan a annoncé que 150 000 migrants allaient pouvoir quitter la Turquie et entrer dans l'Union européenne, principalement la Grèce. Ça a amené un sursaut, évidemment, côté de l'Union européenne, une solidarité totale avec la Grèce, et il a été demandé à Frontex de déployer en quelques jours une opération rapide de gestion de crise, ce que nous avons fait. Mais l'exemple finalement de la Biélorussie est l'exemple parfait de la menace hybride, parce qu'il n'y a aucune raison naturelle d'avoir des ressortissants du Congo-Brazzaville en masse à Minsk qui ont pour seul objectif de prendre un autocar pour aller à la frontière lituanienne ou polonaise. Donc ce que nous avons fait, c'est à la demande des autorités lituaniennes, donc une opération rapide qui a été lancée au mois de juillet. Je pense que ça a été l'occasion de montrer que le corps européen fonctionne. En l'espace de quelques jours, nous avons été capables de déployer 140 personnels dans une région de l'Union européenne où nous n'avions aucune pratique à cette échelle de déploiement, avec une quarantaine de véhicules donc de patrouille, tous ces véhicules au logo de l'Union européenne et de Frontex. Donc ça a été aussi une réponse permettant d'envoyer un message de soutien. La Lettonie a bénéficié aussi d'un soutien, avec en nombre moins important un déploiement du corps européen. Les Lettons ont préféré que nous soyons déployés à la frontière russe et non pas à la frontière biélorusse, car ils considéraient que la frontière biélorusse était trop sensible dans le cadre de la menace hybride, et ils préféraient que nous soyons à la frontière russe, qui est une frontière qui fonctionne normalement, normalement compte tenu évidemment des restrictions liées à la pandémie. La Pologne a fait appel à nous pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière qui ont réussi à pénétrer sur le territoire polonais. Il y a aujourd'hui un nombre important d'Irakiens. Les autorités polonaises me disaient au moins 1500 qui devraient être éloignés de la Pologne, ce qui montre qu'il y a eu des entrées quand même très, très importantes. Il y a eu également des mouvements dits secondaires. L'Allemagne a observé dans les derniers mois au moins 8000 personnes qui seraient arrivées probablement de Biélorussie via la Pologne ou la Lituanie et qui ont fait des demandes d'asile en Allemagne. Donc nous avons pour le moment réussi à rapatrier 150 migrants de la Lituanie vers les pays d'origine, notamment l'Irak, et nous avons un nombre sensiblement égal qui a été jusqu'à présent rapatrié avec le concours de Frontex de la Pologne vers l'Irak. Comment ont réagi les autorités de l'Union européenne ? Je dirais qu'il y a eu un grand succès en ce qui concerne une offensive diplomatique vers les pays d'origine pour empêcher et pour convaincre l'Irak, mais pas seulement, un certain nombre de pays de mieux contrôler les départs et éviter donc que les migrants puissent se rendre à Minsk. Donc de ce côté-là, je pense que ça a été la démonstration que quand l'Union européenne parle d'une voix avec détermination, elle arrive à convaincre sur la scène internationale. Je crois qu'en matière d'acceptation des rapatriements, il y a eu aussi, évidemment, notamment les démarches du vice-président Skinas qui ont été très fructueuses.
Après, il y a aussi une question qui est celle de comment est outillée juridiquement l'Union européenne par rapport à ce type de phénomène. Vous avez vu les vidéos. On n'est pas dans une situation normale. On est dans des situations qui peuvent à tout moment déraper vers la confrontation militaire. Il y a eu des face-à-face militaires, chargement d'armes, tir avec des armes militaires, tir en l'air, mais bon, entre la Pologne et la Biélorussie. On a eu aussi entre la Grèce et la Turquie des incidents pas aussi violents et pas aussi sérieux qu'avec la Biélorussie, mais enfin c'est tout de même des environnements où, me semble-t-il, lorsqu'on est avec le corps européen, on peut être une cible politique, on peut être une cible physique, mais on peut, et c'est peut-être ce qui vous intéresse et qui nécessite d'outiller l'Union européenne, c'est que nous pouvons être une cible politique. Et la question, c'est quand on est avec un corps européen en uniforme européen avec des armes à feu, puisque dans quelques jours nous allons pouvoir déployer aussi des armes à feu, qu'est-ce qu'on fait quand on est physiquement à une frontière extérieure qui est géopolitiquement sensible? Et là, moi, je n'ai pas la réponse, c'est une réponse politique, géopolitique, et c'est pas le directeur d'une agence opérationnelle qui doit répondre. Moi, je pense qu'il faut prendre conscience que nous arrivons avec des éléments qui sont des éléments embryonnaires, mais d'une puissance, et qui est aussi une puissance opérationnelle, l'Union européenne. Il y a aussi des ambiguïtés juridiques qui ne sont pas résolues, puisque certaines... disons par exemple la loi lituanienne qui a été adoptée à l'été 2021 en réponse aux menaces hybrides, la loi lituanienne dit que le franchissement entre les points de passage officiels est interdit, donc ça c'est rigoureusement exact et ça ne fait que copier ce que dit le code frontière Schengen, et que si des personnes veulent demander l'asile, la protection internationale, elles doivent le faire dans les postes frontières légaux qui continuent à fonctionner en provenance de Biélorussie. Il y a certaines voix qui interprètent que ça n'est pas légal, que la loi lituanienne serait en contradiction avec le droit européen, l'acquis de l'Union européenne, en particulier les moniteurs de droits fondamentaux, puisqu'il y a aujourd'hui un officier des droits fondamentaux qui est indépendant, qui est recruté par l'agence Frontex, mais qui est nommé par le conseil d'administration, et où moi, en tant que directeur de l'agence, je n'ai aucun pouvoir ni sur l'officier des droits fondamentaux, ni sur les moniteurs des droits fondamentaux, qui sont aujourd'hui une vingtaine, et qui donc font des rapports en disant que la loi lituanienne n'est pas conforme à l'ordre juridique européen. Ce n'est pas mon rôle comme directeur exécutif de l'agence d'interpréter la loi nationale pour dire si elle est conforme, oui ou non, à l'ordre juridique de l'Union européenne. Je crois qu'il appartient à la gardienne des traités, qui est la Commission européenne, de répondre à cette question. Mais ce qui est important, c'est la capacité de l'agence à avoir un cadre juridique clair. Et aujourd'hui, je considère que nous ne sommes pas en sécurité juridique lorsqu'on vit et travaille avec ce type d'ambiguïté. Donc ça, je crois que c'est très important. Et vous voyez que ce qui me frappe le plus, au-delà de la violence qu'on voit sur les vidéos, ce qui me préoccupe davantage pour la durabilité et la pérennité du déploiement du corps européen, de la construction du corps européen et pour l'agence, c'est ces incertitudes juridiques qui me préoccupent au moins autant que la violence physique que nous pouvons voir sur certaines vidéos. Ensuite, il y a des projets législatifs effectivement en cours. Alors, bon, ce sont des propositions de la Commission européenne, donc je ne peux pas vraiment les commenter. Il est évident qu'une révision du code frontière Schengen a un impact sur le cadre de travail de l'agence. Peut-être, en tout cas, ce serait utile, vous l'avez compris de mon point de vue, que ces ambiguïtés juridiques que nous avons identifiées puissent être clarifiées à l'occasion de certains projets législatifs de l'Union européenne. Je terminerai peut-être mon propos en vous parlant de la nouvelle opération que nous avons en Manche et qui se déploie sur le territoire français et belge suite à la réunion de Calais avec le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui avait invité la commissaire européenne Johansson, les ministres belges, néerlandais et allemands, et avait aussi invité la directrice d'Europol et moi-même, donc directeur de Frontex.
Donc ce que j'ai proposé à ce moment-là, ça répondait à une demande de la France et de la Belgique, c'est un accompagnement par une surveillance aérienne. L'avion de Frontex est arrivé à Lille le 1er décembre, a commencé ses patrouilles. Donc nous travaillons à améliorer encore la diffusion peut-être des images vers différents centres opérationnels. Nous avons déjà depuis quelques semaines fourni des images satellitaires, nous fournissons des images satellitaires à la France. La Belgique s'est montrée intéressée ainsi que les Pays-Bas pour pouvoir détecter quelques jours à l'avance des préparatifs de départ et des activités de passeurs ou de trafiquants près de la côte. Nous pouvons faire davantage, je l'ai dit aussi, si dans quelques semaines il y a un souhait des autorités françaises, belges et éventuellement néerlandaises d'aller plus loin. Nous pouvons non seulement utiliser notre mandat en termes de rapatriement, éloignement des étrangers en situation irrégulière. Nous avons un détachement du corps européen à l'aéroport d'Amsterdam qui fait du soutien à l'éloignement vers les pays tiers de l'Union européenne. Nous sommes en train de travailler avec la police aux frontières en France à créer un détachement du corps européen à Roissy également avec les mêmes missions. Nous avons la possibilité, si la France, la Belgique, les Pays-Bas ou l'un de ces États en fait la demande, de déployer au sol des personnels de garde-frontières qui pourraient avoir des missions de surveillance en complément des autorités nationales et évidemment sous la direction opérationnelle des autorités nationales. Nous pouvons aussi contribuer avec notre mandat en matière de lutte contre la criminalité. Je vous ai expliqué que nous pouvons collecter des données personnelles, les mettre dans les bases de données européennes, les partager avec les services d'enquête et donc j'ai pu expliquer à Calais comment nous travaillons étroitement avec Europol selon une formule partagée avec Europol où nous disons les gardes-frontières et les gardes-côtes peuvent être les yeux et les oreilles de la police et en tout cas c'est dans cet esprit que nous travaillons. Il y a évidemment une dimension de secours en mer qui peut-être à un moment se pose lors de la détection d'un certain nombre d'incidents. La mission principale sur la côte française et belge, la mission principale de cet avion est de détecter des départs, mais bien évidemment, si des situations de détresse en mer étaient observées en temps réel, les autorités compétentes seraient informées. Et quand je dis les autorités compétentes, ça veut dire en application du droit international et on regarde où la situation de détresse est observée et sous quelle juridiction elle se trouve. Et elle peut se trouver sous juridiction française, sous juridiction belge, sous juridiction britannique ou néerlandaise. Voilà, je crois que je vais laisser place aux questions si vous le souhaitez, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur. Les questions sont nombreuses. Je vais d'abord donner la parole au Président Rapin, président de la Commission des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, cher Christian, Monsieur le Directeur exécutif. D'abord, en tant que président de la Commission des Affaires européennes, vous apportez un message de soutien. Parce que je sais que votre mission n'est pas facile, elle n'est pas nouvelle, elle est connue, mais elle s'exerce dans un contexte de plus en plus tendu. Vous agissez opérationnellement sous l'égide des États quand vous y êtes et avec un mandat européen et un soutien politique partagé d'ailleurs par certains États membres. Et je voudrais savoir aujourd'hui comment on peut qualifier finalement le soutien des institutions européennes à votre mandat. Ça, c'est ma première question, mais je réitère le soutien que je vous apporte parce que pour suivre votre mission depuis longtemps, je sais qu'elle est complexe. Le deuxième point concerne vos effectifs et l'évolution de vos effectifs. Vous avez parlé de 10 000 agents à l'horizon 2027. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que dans le suivi du calendrier, on est raccord avec une augmentation de ces effectifs, en tout cas de sa prévision ? Et je suis convaincu qu'au regard de la situation internationale, ces effectifs vont être plus que nécessaires. Troisième point. Vous êtes aujourd'hui observateur et acteur à la frontière lituanienne. Vous commencez à entrer dans le dispositif polonais. On est là sur une frontière où les tensions sont importantes, avec un hiver qui arrive rapidement. Pouvez-vous nous dire si vous craignez ou non une crise humanitaire ?
sur ces sites. Parce que je pense que c'est très important de l'anticiper, de l'envisager, parce qu'il ne faudrait pas que nous subissions, ceux qui la subiront, c'est ceux qui vont la vivre, mais que nous subissions en Europe, et quand je parle d'Europe, je parle de la politique européenne, finalement, les retours négatifs de ceux qui ont créé cette situation et profiter de fracturer un petit peu plus nos démocraties si jamais il y avait des drames comme il y a pu y en avoir en Manche. Et dernier point, vous avez évoqué la question de la Manche, je devais le faire, en particulier en tant que sénateur du Pas-de-Calais, mais je ne vais pas m'exprimer en tant que sénateur du Pas-de-Calais, je vais m'exprimer en fait en observateur de tout ce qui se passe sur la côte, sur le littoral de la Manche, puisque aujourd'hui, le phénomène, nous en avons discuté avant, mais moi je le distille depuis un certain temps, puisque je contacte à la fois les préfets, mais aussi les élus de ce littoral-là. On sait que le phénomène peut s'étendre jusqu'à la Bretagne aujourd'hui, avec des traversées qui ne vont pas directement vers le Royaume-Uni, mais dont on sait qu'elles vont se faire vers l'Irlande. Et vous savez derrière la conséquence qu'il pourrait y avoir de ça, c'est à la demande du Royaume-Uni la recréation d'une frontière entre l'air et l'Irlande du Nord. Donc je pense que ce sont des phénomènes qui sont réellement anticipés. Il ne faut pas les négliger parce que on sait très bien que dans le temps, certains phénomènes se sont produits qu'on n'attendait pas et celui-ci pourrait en faire partie. Donc voilà les points particuliers. Et un dernier auquel j'ajouterais, suite aux discussions qu'on a pu avoir chez le président ce matin, c'est de savoir l'organisation que vous pouvez avoir avec les administrations, et là je parle que de la France, avec les administrations, que ce soit les administrations maritimes et nationales de sécurité, bien sûr. Je pense à la mise en place du dispositif avionique sur le littoral, alors qu'on sait très bien qu'on bénéficie déjà de moyens importants. Donc ça rend votre tâche plus difficile, de l'interconnexion entre les différents services, mais je voudrais savoir comment ça se passe. Merci. Voilà, je vous propose de répondre tout de suite au président, puis après on va prendre les différentes questions. Je rappelle que nous avons l'audition de Nicolas Delacoste après, qui est l'ex-futur ambassadeur en Biélorussie, puisqu'il n'a pas été accrédité et qu'il est maintenant considéré comme envoyé spécial pour la Biélorussie, qui complétera, j'imagine, votre propos. Monsieur le directeur. Merci, Monsieur le Président. Alors, le soutien des institutions de l'Union européenne, il est... Bon, évidemment, il y a la Commission qui joue le rôle on va dire, de demander le budget pour l'agence de Frontex vis-à-vis des autorités budgétaires de l'Union européenne que sont le Conseil et le Parlement. Nous avons une relation fluide avec la Commission européenne sur un certain nombre de questions liées au déploiement. C'est vrai que sur les questions juridiques, je suis en attente. Je comprends que la question n'est peut-être pas que juridique, mais qu'elle est peut-être aussi politique. Et donc, je pense que nous avons un peu tous à apprendre maintenant à fonctionner avec l'existence d'un corps européen qui donne des responsabilités nouvelles. Je le vois au niveau d'une agence. Nous devons organiser la logistique, nous devons organiser le déroulement de carrière, le recrutement de nos agents. Ce sont des rôles et des missions nouvelles. Et je crois que chaque institution, et ça vaut aussi pour les autorités nationales, tout le monde se découvre peut-être chemin faisant, un nouveau rôle, parce que ce corps européen ne met pas seulement des responsabilités sur l'agence, mais aussi sur tous les acteurs. Je crois que le Conseil, les relations avec le Conseil sont des relations fluides aussi. Nous travaillons pour les États, nous travaillons étroitement avec les États, sous le commandement des États. Donc je crois que le Conseil de l'Union européenne a un intérêt de plus en plus important vis-à-vis du déploiement du corps européen. Le Parlement européen joue son rôle de Parlement et donc de contrôle démocratique, avec parfois une polarisation de plus en plus marquée sur ces sujets, avec des parlementaires européens qui sont vraiment d'un très grand soutien.
et puis d'autres parce que ce sont leurs options, qui sont tout à fait légitimes en démocratie, mais qui ne souhaitent pas qu'il y ait un corps européen et ne souhaitent pas qu'on contrôle les frontières. Ensuite, en termes de ressources, alors ça doit se voir dans le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, de 2021 jusqu'à 2027. Il faut savoir que par rapport aux propositions qui avaient été faites par la Commission européenne en 2018, donc avant les élections européennes, il y a aujourd'hui un budget réduit de 40% pour l'agence. Ça veut dire clairement qu'il est difficile, alors que l'ambition de 10 000 membres du corps européen n'a pas été réduite à la baisse. Donc, ça ne va pas être sur les salaires et les coûts du déploiement qu'on va pouvoir économiser. Et malheureusement, ça veut dire que ça ampute la capacité d'investissement, c'est-à-dire de construction d'une capacité avec des moyens autonomes. On a vu, par exemple, à l'occasion de la surveillance aérienne que nous pouvons fournir, nous le voyons avec les véhicules de patrouille que nous avons pu envoyer en quelques jours, même en quelques heures en Lituanie depuis Varsovie, que c'est utile d'avoir cette flexibilité. Il y a aussi la question des investissements qui nécessiteront des budgets importants pour la digitalisation du métier des contrôles aux frontières. Il y a le système entrée-sortie qui arrive, il y a le système ETIAS, il y a toute une modernisation du travail des gardes-frontières dans lequel l'agence Frontex peut jouer un rôle, un mandat moteur pour accompagner l'ensemble des services nationaux, en tout cas ceux qui en font la demande. Donc je pense qu'il faut voir que la question budgétaire reste une épée de Damoclès jusqu'en 2027. La question des effectifs, l'agence a perdu en 2019, mais c'était après l'été 2019, et ça ne m'a été vraiment confirmé, je dirais gravé dans le marbre qu'au printemps 2020, nous avons perdu une centaine de postes, qui ont été transformés dans des grades inférieurs, mais la conséquence concrète, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas recruter autant qu'il le faudrait les chefs d'équipe qui accompagnent le corps européen. Donc la colonne vertébrale de l'encadrement de proximité du corps européen, opérationnel sur le terrain, ne peut pas être recruté correctement. Sans parler des difficultés à recruter au siège, puisque nous avons une structure qui a grandi. Nous sommes censés avoir un corps européen à 10 000. Nous avons aujourd'hui déjà 2200 personnels sur le terrain. Ça s'accompagne nécessairement de structures support et de services soutien qui doivent être au siège ou dans un certain nombre d'antennes régionales que nous allons créer. Donc sur les effectifs, sur les grades qui sont donnés, j'ai effectivement une difficulté importante. Et je fais écho aussi aux difficultés qui me sont remontées par les directeurs des différents services de l'agence qui font état d'une grande fatigue du personnel qui ne peut plus prendre ses congés parce qu'ils sont obligés de faire le travail de 2 ou 3 personnes dans des conditions qui sont celles que nous savons, une pression très forte pour déployer rapidement, la pandémie qui quand même un peu partout en Europe se fait sentir parce que les choses vont un peu moins vite et sont un peu plus compliquées. Donc moi je suis préoccupé de ne pas pouvoir recruter au bon grade sur un certain nombre de fonctions. Ensuite, sur le phénomène en Manche. Alors effectivement, à partir du moment où on commence à sécuriser de façon très forte une partie du littoral ou une partie d'une frontière, les phénomènes de franchissement irrégulier ont tendance à se déplacer vers d'autres endroits. Les autorités belges qui, il y a quelques mois encore, se pensaient peut-être un peu moins concernées, aujourd'hui se sentent concernées et ont fait, si je puis dire, front commun avec la France pour demander l'appui de Frontex. Les autorités néerlandaises se sont montrées très intéressées depuis un certain temps et me disent qu'effectivement, ils commencent à observer des phénomènes douteux avec des bateaux de plaisance dans certains ports néerlandais. Et donc, si les choses se déplacent vers le nord et que nous, y compris jusqu'aux Pays-Bas, et que nous prenons les bonnes mesures, elles vont se déplacer aussi vers l'ouest avec, comme vous l'indiquiez, Monsieur le Sénateur, la République d'Irlande, qui peut être notamment par le biais de liaisons ferry. Donc ce qui peut être fait, c'est un renforcement des contrôles sur les embarquements au moment des ferries. C'est un peu par analogie avec ce qui se fait déjà à Calais.
S'il y a des phénomènes qui se confirment vers la République d'Irlande, effectivement, il y aura un souci, en tout cas le Royaume-Uni aura un souci sur sa frontière avec la République d'Irlande. Et voilà, il y a une zone de libre circulation entre les deux États. C'est important pour, évidemment, la stabilité de l'Irlande et la paix. Voilà, ce sont effectivement des scénarios que je ne peux pas écarter. Et peut-être sur l'organisation avec les administrations françaises, nous avons une relation très fluide avec tous les services du ministère de l'Intérieur, également avec la Marine nationale et les services des douanes. Donc de ce point de vue-là, nous avons un plan opérationnel qui a été adopté en une journée avec les autorités françaises, mais aussi avec les autorités belges, ce qui nous a permis de déployer l'avion avec un mandat opérationnel. Et ce sont les autorités nationales qui ont le commandement tactique, chacun dans sa compétence, chacune dans sa compétence nationale, et les relations sont très fluides. Donc je suis extrêmement satisfait. Alors, danger de crise humanitaire, il existe, et c'est précisément l'objectif d'une menace hybride, parce que c'est pour avoir des images terribles et une réalité terrible avec des personnes qui meurent. Il y a déjà eu, je crois, au moins une dizaine de morts à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, côté biélorusse, côté parfois polonais. Moi, je note que c'est assez intéressant. Il y a eu des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme à la fois vis-à-vis de la Lituanie et vis-à-vis de la Pologne. Et ce sont des décisions d'urgence, temporaires, mais d'urgence qui ont été prises par la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit en substance il y a un devoir d'humanité. Il y a un devoir d'apporter une aide humanitaire, de la nourriture, une protection contre le froid, mais chaque État a le droit de décider qui entre ou non sur son territoire. Et donc l'injonction qui a été faite à la Lituanie ou à la Pologne, c'était de pourvoir au côté caractère humanitaire, mais sans enjoindre à la Pologne ou à la Lituanie d'accepter ces personnes sur le territoire. Après, Frontex n'est pas une agence humanitaire, mais je déplore évidemment la mort de personnes, la mise en danger, et je crois que ça montre une fois de plus que les migrants sont des victimes et qu'il y a intérêt à communiquer très largement pour mettre en garde les migrants contre ce type de menaces. Il n'y a pas seulement la menace des groupes criminels et des passeurs, mais il y a aussi des menaces hybrides géopolitiques. Merci, Monsieur le Directeur. Alors maintenant, on va passer aux 13 demandes d'intervention. Donc, je demande à chacun de concentrer sa pensée. On va prendre les 4 premières. Cédric Perrin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Très rapidement, parce que l'essentiel des questions auxquelles j'avais pensé ont eu des réponses. Je voudrais revenir rapidement. Il y a quelques années, au moment où l'amiral Bléjean commandait Frontex et Sofia, j'étais intervenu, pas dans cette salle, mais pas très loin d'ici, en disant de manière assez provocatrice que Frontex était surtout une opération de search and rescue et qu'on avait ressuscité la SNCM, une agence de transport pour migrants. C'était très dur, mais c'était en 2015 en tout cas l'opinion que j'avais. Aujourd'hui, on a, après un rapport qu'on a fait sur la Libye ici dans cette commission il y a 3 ans maintenant avec un certain nombre de mes collègues, on avait soulevé un certain nombre de points. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur l'attitude de la Libye? Il y avait la problématique de la formation et du financement des gardes-côtes et l'impossibilité qu'il y avait pour Frontex d'approcher le territoire libyen faute d'État en place qui autoriserait la possibilité d'aller détruire les embarcations des passeurs en Libye directement pour mettre un terme à un certain nombre de passages. Est-ce que vous pourriez juste nous donner quelques informations sur l'état de la situation aujourd'hui? Merci. Merci Cédric. Olivier Sigoletti, vous répondrez collectivement et de manière concise. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, un certain nombre de grands États se montrent assez réticents à faire appel à Frontex. Pour un certain nombre, on a le sentiment que ça revient à avouer le fait qu'ils ne sont pas en capacité de surveiller et d'assurer le contrôle à leurs frontières. Le Président l'a évoqué, à titre d'exemple, seules la Lituanie et la Lettonie ont fait appel à Frontex, alors que la Pologne, malgré l'insistance de Bruxelles, a refusé dans un premier temps. Comment est-ce que vous analysez ce paradoxe, alors que les 27 États membres ont fait le choix ensemble de muscler Frontex, et vous avez rappelé le montant du budget pour la période 2021-2027 qui dépassera les 5 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une réelle problématique pour certains États de faire appel à Frontex? Merci. Merci Olivier. Jacques Lenay. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,
Vous avez récemment déclaré que l'Union européenne doit se préparer à d'autres crises migratoires. Comment l'agence Frontex s'y prépare-t-elle? Avez-vous les moyens de faire face à plusieurs grandes crises migratoires en même temps? Et puis, sur le problème de la Manche, existe-t-il des discussions avec le Royaume-Uni pour rétablir un accord autorisant votre action sur le territoire britannique? Merci. Philippe Folliot. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur exécutif, tout d'abord, c'est un honneur d'avoir un Français qui préside une agence internationale comme Frontex. Ensuite, je voulais vous attirer votre attention sur un élément et vous poser une question. Le point, c'est sur nos départements d'outre-mer. Je pense notamment à Mayotte et à Guyane, qui sont hors donc Schengen. Mais savoir si il peut y avoir des éléments spécifiques d'accompagnement parce que la situation est réellement insupportable dans ces deux territoires en termes de nombre de clandestins qu'il peut y avoir ramenés à la population. Donc est-ce que vous pouvez avoir une aide apportée à la France en la matière? Ensuite, vous avez parlé de la réserve de réaction rapide de 1500 personnels. Quel est le statut et quelle nationalité compose cette réserve de réaction rapide? En fait, de manière plus globale, comment peut-il, à votre mandat, pour être pleinement efficace et répondre aux États membres? Monsieur le directeur, si vous pouvez faire donc une réponse à ces 4 premières interventions. Alors, merci Monsieur le Président. Concernant la Libye, Frontex n'a pas le mandat d'intervenir en Libye, mais il y a les missions de la politique de défense et de sécurité commune, donc notamment l'opération militaire Irini de l'Union européenne qui a ce mandat. Nous travaillons en coopération aujourd'hui entre Irini et Frontex sur l'analyse des risques, sur éviter les duplications de moyens qui sont sur zone, pour bien coordonner pour éviter, je crois que les militaires en français, des déconflictions des déploiements. Et puis nous pouvons travailler ensemble sur la construction de capacités. Alors aujourd'hui, il y a moins, je crois qu'il n'y a plus de formation de gardes-frontières libyens, ça a été un petit peu suspendu. Néanmoins, il y a eu des investissements importants financés par l'Union européenne, 46 millions pour créer le centre de secours maritime de Tripoli, qui répond de plus en plus avec des sauvetages qui sont réalisés par les gardes-côtes libyens. C'est une question qui est souvent controversée par certaines ONG en particulier, qui considèrent que le secours en mer, même lorsqu'il a lieu dans la zone de secours en mer libyenne, déclarée internationalement, devrait avoir pour effet que les migrants soient conduits en Europe. Le droit international dit que c'est le centre de secours maritime territorialement compétent qui doit agir, qui doit être informé. Et lorsque nous avons, par nos moyens aériens, comme le drone MAL que nous déployons en Méditerranée centrale, ou grâce à nos avions, nous détectons des cas de détresse en mer, nous devons partager l'information en temps réel. Nous le faisons systématiquement avec l'Italie et Malte, même quand ce sont des cas qui sont proches de la Libye. Mais lorsque ce sont dans les eaux ou dans les zones sous compétences libyennes ou tunisiennes de secours en mer, nous sommes obligés par le droit international de prévenir respectivement Tripoli ou Tunis. Des États hésitent à demander l'appui de Frontex. Moi, je crois qu'il y a peut-être deux types d'explications. Une explication qui était un peu traditionnelle, effectivement, c'est que ça donnait un peu le sentiment, ou certains peuvent avoir le sentiment, d'un aveu de faiblesse, d'un aveu d'échec, d'incapacité à régler soi-même sur le plan national. Je crois que ça, on y travaille en disant ce n'est pas une honte d'avoir Frontex, au contraire, et le corps européen, ça doit être une fierté, et vous devez d'ailleurs demander votre part du service, puisque c'est toute la démarche que nous faisons en disant il y a un catalogue de services. Vous financez en contribuant au budget de l'Union européenne, tous les États financent, vous faites un effort en mettant à disposition des personnels, donc vous avez un retour
qui est légitime. Et donc, servez-vous dans le catalogue des services et voyez ce que nous pouvons faire pour vous. Je crois que la démarche a commencé à bien embrayer. Et je voudrais donner l'exemple de la Finlande qui, cette semaine, nous permet de déployer, c'est un peu un projet pilote à la frontière russe, au poste frontière, mais aussi pour patrouiller. Et nous allons pouvoir utiliser des armes finlandaises mises à disposition du corps européen pour patrouiller la frontière russe. Donc c'était un État qui pouvait avoir initialement le sentiment que tout ça c'était plutôt pour le Sud, et voilà qui nous permet de venir en Finlande. Donc je trouve que c'est intéressant. Il y a une autre hésitation de certains États. Alors la Pologne, c'est quand même parce qu'il y avait un niveau de violence, et là on est quasiment dans une confrontation militaire. Je ne suis pas certain que nous soyons outillés opérationnellement et aussi politiquement, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est en uniforme européen et qu'il y a une situation qui est proche d'une escalade militaire? On fait quoi? Qui nous donne quelles consignes? Donc là, on n'est pas outillés. Et je pense qu'il y a peut-être aussi, et là c'est peut-être plus sérieux encore, ce sont ces interrogations juridiques. On voit que la Lituanie est accusée par certains de violer les droits de l'homme. Des voix m'ont demandé d'arrêter les opérations en Lituanie au motif que la loi lituanienne ne serait pas conforme à l'ordre juridique européen, alors que personne aujourd'hui, aucune source autorisée en tout cas, ne me confirme que ce soit illégal ou légal. Donc je pense que d'autres États observent et se disent que tant que certain nombre de questions ne sont pas clarifiées juridiquement, ils n'ont pas trop envie de se retrouver sous le feu des projecteurs accusés de violer les droits de l'homme, alors qu'en fait, ils contrôlent la frontière conformément peut-être, en tout cas à leur interprétation du code frontière Schengen. D'autres crises migratoires se préparaient, oui, mais je crois qu'il faut avoir conscience que nous allons vivre pour longtemps avec une pression migratoire extrêmement forte. La démographie l'explique, les déséquilibres économiques l'expliquent, accentués encore par les conséquences de la pandémie. Si on voit les conséquences économiques sur le Maghreb, qui font qu'aujourd'hui on a un nombre plus important, pour ne donner qu'un exemple, mais un nombre plus important de migrants économiques en provenance du Maroc, en provenance de la Tunisie, en provenance de l'Algérie, même si je dois dire que le Maroc est un excellent partenaire et tient bien dans la coopération avec l'Union européenne et l'Espagne, mais on voit bien que les flux se déportent un peu plus vers la Méditerranée centrale parce que justement le Maroc joue un rôle important dans la surveillance. Donc nous nous y préparons en construisant la capacité du corps européen. Il faut être flexible. Je crois que nous l'avons démontré en déployant en quelques jours vers la Lituanie, en déployant en quelques jours vers la France. Donc je crois que c'est ça qu'il faut continuer. Et il faut également anticiper en ayant des capacités de gestion des frontières bien coordonnées dans les investissements et l'interopérabilité opérationnelle au niveau européen. Avec le Royaume-Uni, il n'y a pas aujourd'hui d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni post-Brexit pour coopérer et pour éventuellement permettre à Frontex de travailler en coopération avec le Royaume-Uni dans la Manche, avec éventuellement une présence physique si cela a été souhaité. Donc vous voyez le paradoxe, nous sommes présents physiquement en Albanie, nous sommes présents physiquement en Serbie, au Monténégro, parce qu'il y a un accord entre l'Union européenne et ces pays-là, mais il n'y en a pas avec le Royaume-Uni. Moi, j'ai exprimé l'intérêt de pouvoir travailler, bien sûr, mais dans le cadre juridique. Il ne s'agit pas de faire du cas par cas informel. On est là sur des matières sérieuses et on ne peut travailler que dans le cadre d'un accord qui serait probablement un accord de plein droit international et ratifié. On ne peut pas faire du bricolage à la carte de façon informelle en disant c'est pas grave, on s'arrange comme ça. Non, on doit être très sérieux dans ce que l'on fait. Pour ce qui est de l'outre-mer français, alors il a des statuts juridiques un peu variables par rapport on va dire à l'intégration dans l'Union européenne ou non. On peut, nous avons regardé un petit peu à Frontex parce que cette question nous est régulièrement posée.
On peut probablement envisager en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière une compétence, une possibilité d'aider, puisqu'il n'y a pas de référence à Schengen. Mais là où là où notre compétence est déterminée par le fait que c'est une matière Schengen, lorsque ce sont des territoires et départements d'outre-mer qui sont hors Schengen, et c'est le cas de tous, eh bien là, nous ne pouvons pas envisager, je pense, un déploiement physique. Mais nous pouvons peut-être envisager des coopérations en matière de développement des capacités, de conseils, à voir en tout cas. Nous sommes ouverts à un dialogue avec les autorités françaises sur ce point-là. Réaction rapide, quelles sont les nationalités? Alors dans le corps européen, en fait, nous avons aujourd'hui des agents nationaux qui sont mis à disposition par les États membres qui remplissent des quotas obligatoires. Donc il y a dans le règlement européen un nombre précis par État membre, disons tel État membre doit fournir tel nombre de gardes-frontières. Ça, c'est pour les catégories disons, ça représente les 2/3 qui viennent des États membres. Pour ce qui est de nos propres employés qui sont des agents publics européens, ils ne sont pas recrutés sur un critère de nationalité. Le seul critère, c'est qu'il faut être ressortissant de l'Union européenne ou d'un espace Schengen associé comme la Suisse ou la Norvège, par exemple. Et là, nous avons un déséquilibre géographique énorme, puisque près de la moitié de nos employés qui sont dans le corps européen sont roumains ou grecs. Donc là, directement, ça a un impact. Enfin, c'est l'impact du niveau des salaires, c'est l'impact du fait que nous avons un coefficient correcteur parce que l'agence est basée à Varsovie, donc le salaire des employés, y compris le mien, comme tout le monde, est 70% du salaire théorique fixé à Bruxelles. Donc quand l'autorité budgétaire européenne fixe un salaire à 100, il faut savoir que quand on est à Varsovie, on est à 70. Quand on est en Bulgarie, on est à 48. Quand on est en Suède, on est à 120 ou 130. Voilà. Mais ça a un impact. Ça veut dire que pour certaines nationalités, il n'est pas intéressant d'être candidat parce que financièrement, c'est pas possible. Donc voilà, ça fait peut-être un peu écho aussi à la question sur les ressources. Et je trouve que c'est préoccupant parce que si on veut que le corps européen soit vraiment européen, il faut qu'il représente la diversité géographique de toutes les nationalités, parce que sinon on aura une difficulté, y compris une difficulté opérationnelle. Je ne veux pas déployer des agents opérationnels dans leur propre État membre. Donc je ne veux pas déployer des Grecs en Grèce, je veux les déployer ailleurs. Mais si à un moment donné, la moitié du corps européen de nos effectifs vient d'un État membre, et que c'est un État membre qui a besoin de ce corps européen, ça pose une difficulté opérationnelle, et pas seulement sur la diversité culturelle. Merci, Monsieur le Directeur. Nous allons prendre 4 intervenants suivants. Isabelle Raymond-Pavero. Suite à l'événement qui s'est passé donc dernièrement au niveau de la Manche, le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement d'un avion Frontex au-dessus de la Manche. Alors si ce dispositif permet indéniablement de renforcer la lutte contre le trafic migratoire, le gouvernement a rappelé qu'en la matière, il était nécessaire qu'un accord puisse intervenir entre l'UE et le Royaume-Uni et qu'il soit établi. Aujourd'hui, les relations diplomatiques avec nos amis britanniques doivent se renforcer. Considérez-vous comme nécessaires, quelles sont les dispositions que vous considériez comme nécessaires aujourd'hui à la mise en place de cette coopération migratoire efficace entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Merci. Merci Isabelle. Abdallah Hassani. Et s'est absenté. Alors, Marie-Arlette Carletti. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur exécutif, vous avez largement développé la crise migratoire dans des secteurs qui font l'actualité, une actualité dramatique, que ce soit la Manche, le front de la Pologne, et puis maintenant vous parliez de la frontière belge. Permettez-moi de cibler ma question sur la question de la Méditerranée, puisque l'année 2021 aura été l'une des années les plus meurtrières depuis ces 3 dernières années, avec 1300 personnes mortes dans la Méditerranée, où entre nous, on se baigne régulièrement sous un soleil formidable. Donc c'est vraiment une grosse difficulté pour moi d'entendre ça. Vous avez déployé beaucoup d'opérations dans ce secteur. Certaines datent de 2015. Elles sont, vous le disiez tout à l'heure, permanentes. Donc vous avez le recul pour nous dire
Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon? Précisément, j'aimerais savoir si ça a progressé en matière de lutte contre toute forme de voyeurisme, de voyoucratie, les passeurs, mais aussi la question de la drogue, parce que je crois que vous savez que la Méditerranée est une zone de grande fracture et il se pose des problèmes. Et surtout, je voudrais vous interroger sur comment vous conciliez la sécurité des frontières et la question du sauvetage des migrants, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, nous ne sommes pas une agence humanitaire, c'est vrai, mais il y a quand même une possibilité de négocier les deux, de concilier les deux. Vous disiez d'ailleurs que vous étiez pour une approche intégrée de Frontex. Et vous savez que les parlementaires européens ne sont pas totalement d'accord avec vous, puisqu'ils nous ont aussi déclaré souvent que quand vous parlez d'éloignement, et ça voulait dire des retours à la frontière extrêmement musclés, virils, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas c'est celui que j'emploierai pour aller plus vite. Donc qu'est-ce que c'est votre approche intégrée entre la sécurité et aussi quand même le secours en mer et l'humanité? Enfin, juste très rapidement, en juin 2001, il y a eu un rapport de la Cour européenne, de la Cour des comptes européenne, qui disait qu'il y avait une inefficacité de Frontex, mais due au fait que le système européen de surveillance des frontières, je crois que ça s'appelle Eurosur, mais vous me préciserez tout ça, dysfonctionnait. Or, il date de 2013. Et pourquoi ça n'a pas évolué? Est-ce que depuis, ça va changer, etc. Merci. Merci Marie-Arlette. Enfin, Catherine Dumas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, merci de venir devant la représentation nationale. Je voudrais juste, alors donc très brièvement et par rapport à la question qui vient d'être faite, revenir en effet sur les frontières maritimes et en effet le rôle de Frontex depuis l'extension de votre mission, notamment en devenant l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, savoir en effet comment et avec qui vous luttez contre le trafic illicite de drogue, notamment en Méditerranée, qui est de plus en plus important au niveau de son échelle, mais aussi de sa sophistication. Merci. Monsieur le Directeur, je vous demande de faire des réponses un peu concises parce que j'ai encore 5 intervenants et une autre audition, donc merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, je pense qu'en matière de gestion des frontières, il y a intérêt, évidemment, à coopérer avec les voisins. Certainement que les champs sur lesquels il y aurait un intérêt sont des champs migratoires, mais aussi peut-être des champs sécuritaires de lutte contre toute forme de criminalité. En ce qui concerne la Méditerranée, et les leçons, disons, tirées de certaines opérations quasi permanentes comme Thémis en Italie, nous avons Indalo aussi en Espagne, Poséidon en Grèce. Je crois qu'on a amélioré la lutte contre les trafiquants d'êtres humains, donc contre les passeurs. On a pu utiliser notre mandat sur la collecte des données personnelles. On est encore en train de l'améliorer. Nous avons renforcé la coopération opérationnelle avec Europol. Nous avons de façon régulière, dans le cadre du déploiement de missions de garde-côte, contribué à des saisies de drogue, par exemple 147 tonnes de drogue saisies en 2019, qui était la dernière année, on va dire, avant la pandémie, avec des statistiques un peu plus représentatives. Après, la question du secours en mer, elle est évidemment d'abord, c'est la priorité quand il y a une détresse maritime, une détresse en mer, ça doit évidemment appeler en temps réel un secours en mer qui doit être déclenché et qui doit être effectif pour pouvoir sauver des personnes. Parfois, toute minute perdue peut avoir des conséquences dramatiques. Donc ça veut dire qu'il faut avoir à la fois dans les liaisons en temps réel être efficace, mais après, il faut éviter aussi d'être un facteur encourageant les trafiquants, on va dire, les vendeurs frauduleux de l'Eldorado, qui font croire à des migrants que c'est très facile de traverser la Méditerranée, qui leur font prendre des risques considérables. Et donc je pense que sur ce point-là, malheureusement, trouver l'équilibre est toujours compliqué. Il faut agir dans l'urgence, il faut toujours évidemment, et nous le faisons. Nous avons, grâce à notre drone, permis de sauver depuis le 1er juin 2021, nous avons permis de sauver plus de 10 000 personnes qui autrement n'auraient peut-être pas été détectées en Méditerranée centrale. Après, la question, évidemment, la Libye n'est pas le paradis sur Terre. Mais là, je crois que ça pose des questions à la communauté internationale, peut-être à l'Union européenne, mais pas seulement. Que fait-on
pour faire en sorte que les migrants qui se retrouvent piégés en Libye puissent être rapatriés chez eux. Je sais qu'il y a des initiatives qui existent. J'ai pu rencontrer moi-même, lorsque j'étais à Niamey il y a 3 ans, j'ai pu rencontrer des bénéficiaires d'un programme de rapatriement. Et je pense que c'est aussi comme ça en amont, parce qu'il y a combien de personnes qui meurent dans le désert sur le continent africain? Ça, on ne le sait pas. Malheureusement, on sait combien, à peu près, il y a de drames qui se jouent en Méditerranée tous les jours. Dans le Sahara, c'est un peu plus discret, mais c'est tout aussi meurtrier. En ce qui concerne les éloignements, il y a des éloignements qui sont des éloignements forcés, ça veut dire par la contrainte juridique et éventuellement par l'usage proportionné de la force légitime. Et c'est pas un éloignement musclé, c'est simplement le fait que si la personne qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, si elle coopère à son éloignement, eh bien le recours à la contrainte physique n'est pas nécessaire. Si la personne fait obstacle à l'exécution d'une décision, c'est le cas en France, c'est le cas dans tous les États membres et nous travaillons avec les États membres. Donc voilà, le retour sous contrainte existe, il est prévu, il est encadré par le respect des droits fondamentaux et par des moniteurs des droits fondamentaux qui sont à bord de nos avions. En ce qui concerne la Cour des comptes. Alors la Cour des comptes a rendu un rapport, elle en a rendu un autre aussi qui trouvait que la politique de la Commission en matière d'accord de réadmission était inefficace, et un autre qui trouvait aussi que Europol était inefficace en matière de lutte contre la criminalité. Donc bon, voilà, je pense qu'on est dans un rôle, c'est normal que les organismes d'audit fassent l'audit de la performance. Sur Eurosur en particulier, le point qui est visé, c'est que les États ne contribuent pas avec les informations nécessaires. Donc je crois que ça pose la question de la confidentialité des données, de la fiabilité, et peut-être de la même façon qu'on avait vu que les États hésitent parfois à demander la présence de Frontex sur le territoire pour un certain nombre de raisons. Là, les États hésitent à mettre des informations par rapport à la confidentialité des informations. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. La clé pour l'efficacité, c'est la confiance avec les États. C'est pas en pointant les États, en disant que les États sont ceci ou cela. Il faut être dans une relation de confiance avec les États. Sinon, les États travailleront tout seuls, entre eux, de façon intergouvernementale. Avec la lutte contre le trafic de drogue, avec qui coopérons-nous? Les États riverains de la Méditerranée, donc la France, la Méditerranée, l'Espagne, beaucoup de prises de drogue avec les Espagnols et avec les Italiens, un petit peu aussi du côté de la Grèce, et donc globalement une efficacité accrue, grâce notamment à la surveillance aérienne. Merci, Monsieur le Directeur Général. Alors, nous prenons le dernier tiers des intervenants, Hugues Saury. Merci, Président. Mais ma question sur les moyens de Frontex a été posée et les réponses apportées. Merci. Merci, super. On va avancer. Nicole Duranton. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, vous avez répondu à ma question sur Mayotte, et j'en ai une autre concernant le personnel. Vous avez fait part de votre grande préoccupation concernant le personnel de l'agence. Vous avez perdu effectivement en 2019 100 postes. Vous nous avez dit que vous aviez des problèmes de recrutement au siège. Vous nous avez parlé des rémunérations, notamment celle au siège à Varsovie, qui est 30% de moins par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Donc un rééquilibrage concernant les rémunérations pour le personnel est-il prévu? Je vous remercie. Merci Nicole. Joël Garriaud-Mesdames. Monsieur le Directeur, il y a 3 ans, j'avais eu l'honneur de vous accueillir au sein de la commission que je préside à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pour un débat passionnant, et donc je me réjouis que vous soyez enfin ici au Sénat. Et bon, bien évidemment, vous avez tout mon soutien et mes remerciements. Mais je voudrais justement vous interroger sur les liens de Frontex avec l'OTAN, puisque l'OTAN collabore. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre regard sur cette coopération? Un bilan, vous n'en aurez peut-être pas le temps, bien évidemment, mais peut-être quelques éléments que nous pourrions apporter au débat, puisque, comme vous le savez, nous travaillons actuellement à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à aider dans l'élaboration du concept stratégique pour 2030 pour l'OTAN. Merci. Merci Joël. Guillaume Gontard. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Je voulais revenir sur la question de l'efficacité, parce que je pense que c'est un sujet particulièrement important. Je crois que vous aviez un budget de 19 millions d'euros en 2006 et qu'on est à 460 millions, je crois, l'année dernière, donc avec une très grande
augmentation. Il me semble que l'agence a prévu d'augmenter ses effectifs et dans le projet pour arriver à 10 000 en 2027. Donc on voit que c'est quelque chose d'important et ça a été rappelé sur le rapport de la Cour des comptes européenne du 7 juin qui mettait à la fois en doute l'efficacité de l'agence du point de vue financier, mais aussi sur à la fois le manque de contrôle et de transparence, et notamment au niveau des droits humains et des agissements que peut avoir Frontex. Et donc je voulais savoir par rapport à ces différentes alertes ce que vous aviez prévu de mettre en place, à la fois sur votre fonctionnement et sur cette question de la transparence, et puis aussi sur l'analyse en matière d'efficacité, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est des budgets qui augmentent très très fortement et qu'il est important qu'on se pose cette question. Merci. Merci Guillaume. Enfin Pierre Laurent. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Une remarque préalable avant de poser ma question, pour que les choses soient claires. Je pense que la politique migratoire européenne est dans une impasse profonde. Je ne vois pas comment on peut continuer à faire croire aux Européens que les missions de Frontex, même en les renforçant, sont de nature à réguler le problème des migrations. Nous ne traitons pas les causes. Les guerres, le climat, on voit les résultats de la COP26 par rapport au Sud, les inégalités, on le voit sur les vaccins, les trafics. Et on continue de faire croire qu'en concentrant les problèmes de migration aux frontières de l'Union européenne, nous allons être, en renforçant les moyens répressifs de Frontex, de réguler ces problèmes. Ça me paraît totalement illusoire, d'autant que tous les pays européens ferment leur voie légale de migration, ce qui ne peut qu'aggraver les problèmes. Donc tout ça est propice aux instrumentalisations politiques. Je suis frappé par la carte qui est affichée depuis le début. Nous ne parlons que de la Biélorussie, alors qu'on voit, il suffit de regarder la carte pour voir que le problème biélorusse, du point de vue des migrations, c'est un problème géopolitique très important, mais du point de vue des migrations, n'est vraiment pas le cœur du problème migratoire européen. Donc, or pourtant, on ne parle que de ça, et d'une certaine manière, on se trouve dans le paradoxe que la Pologne, qui était infréquentable du point de vue de son rapport aux questions des droits humains et des migrations il y a quelques mois, devient maintenant le rempart des Européens, ce qui est un retournement de valeur absolument incroyable. Alors, j'en viens à mes questions. Comment concrètement s'effectue sur le terrain le traitement de la question du droit d'asile, parce qu'on confond tout, asile et migration. Donc comment Frontex fait avec cette question du droit d'asile aux frontières? Comment les gens peuvent ou non déposer leur demande, etc. On voit bien que la concentration aux frontières pose de ce point de vue-là d'énormes problèmes, et je ne vois pas bien comment nous traitons cette question. Et deuxième question, c'est pour éclaircir là-dessus, parce qu'on a entendu des choses contradictoires, en tout cas moi j'ai entendu des choses contradictoires, est-ce que l'Union européenne finance la construction de frontières physiques, barbelées, murs aux frontières de l'Est européen et dans d'autres endroits, et dans quelle mesure Frontex participe ou non à ces financements, ou qui les finance? Est-ce qu'il y a réellement un financement européen de la construction de ces centaines de kilomètres de murs et de barbelés aux frontières de l'Europe? Merci. Merci Pierre. Monsieur le Directeur, dernier groupe de réponse. Merci Monsieur le Président. Alors, rééquilibrage des rémunérations, non, ce n'est pas à l'ordre du jour, parce que c'est tout le système de rémunération des agents publics de l'Union européenne qui est en cause. C'est un système qui s'applique à l'échelle de l'Union européenne pour toutes les agences de l'Union européenne, y compris les représentations de la Commission. Les gens qui travaillent pour la Commission européenne à Varsovie sont eux aussi payés à 70% de ce qu'ils percevraient s'ils étaient à Bruxelles. Donc je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Il y a eu quelques tentatives au moment de la proposition de la Commission de créer le corps européen. Ça n'a pas pu aboutir parce qu'un certain nombre d'États membres s'y sont opposés, qui sont d'ailleurs aujourd'hui les États membres quasiment pas représentés, puisque ce sont des États membres souvent à fort niveau de revenus et à fort niveau de vie, qui aujourd'hui ne sont pas représentés par leurs ressortissants dans le corps européen. En ce qui concerne l'OTAN et Frontex, notre nouveau mandat adopté en 2019 a une liste exhaustive et fermée d'organisations internationales avec lesquelles Frontex peut conclure des accords de coopération. L'OTAN n'y figure pas. Donc, stricto sensu, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de parler à l'OTAN.
En tout cas, nous n'avons pas le droit de coopérer. Voilà, c'est la situation. En ce qui concerne la transparence, les droits humains et l'efficacité. Alors d'abord sur la transparence, je voudrais dire que nous avons tous les ans à peu près 300 demandes. Nous avons une augmentation du nombre sur les 15 dernières années du nombre de demandes d'accès aux documents publics, qui est une procédure de l'administration européenne. Et je crois que Frontex est assez exemplaire en la matière par le nombre de documents qui sont transmis. Il est possible que, par exemple, on puisse me demander les documents préparatoires à ma visite en France aujourd'hui, et je serai obligé de fournir. Nous avons régulièrement le médiateur de l'Union européenne qui est saisi sur des questions-là, et lorsque nous avons émis des refus de fournir un certain nombre d'informations, ça a été validé par le médiateur de l'Union européenne et même une décision de Cour de justice. Par exemple, sur révéler la position des navires des opérations de Frontex, le médiateur de l'Union européenne, et ensuite ça a été confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne en décembre 2019, a considéré qu'il y avait un intérêt de sécurité publique à ne pas diffuser exactement toutes ces informations. Sur le reste, nous avons, sur les droits fondamentaux, les droits humains, nous avons un moniteur des droits fondamentaux. Nous avons pour le moment un officier des droits fondamentaux qui encadre une vingtaine de moniteurs des droits fondamentaux et bientôt 40. Nous avons une formation de tous les agents et régulièrement un rafraîchissement en droits humains pour donner les connaissances notamment par rapport au droit d'asile et à l'accès à la protection internationale. Nous avons, je crois, je n'ai jamais vu nulle part autant de droits fondamentaux et de droits humains qu'à Frontex, au point que parfois des membres, y compris de l'Agence des droits fondamentaux, me disent, sous l'effet un peu d'une blague, en me disant nous sommes presque jaloux parce que dans le mandat de Frontex, il y a davantage le mot droits fondamentaux que dans le mandat de l'Agence des droits fondamentaux. Nous avons pris néanmoins des mesures, et je m'y suis engagé en termes d'amélioration de la remontée d'informations opérationnelles. Il y avait un certain nombre de systèmes qui fonctionnaient de manière sous-optimale parce qu'ils avaient été dimensionnés pour une époque où l'agence était minuscule et aujourd'hui l'agence a beaucoup grandi. Je veux prendre pour exemple les mécanismes d'incidents sérieux qui sont remontés aujourd'hui de façon... D'abord, ça a été simplifié pour qu'on comprenne exactement quels sont les types d'incidents qui doivent être remontés et pour qu'on puisse, de façon mieux ciblée, immédiatement partager avec l'officier des droits fondamentaux lorsqu'il y a une suspicion de violation des droits fondamentaux. En ce qui concerne l'efficacité, nous avons évidemment entamé un processus de révision de notre organisation intérieure, de notre concept opérationnel, mais l'efficacité de l'agence et du corps européen passe par la bonne coopération avec les États membres, parce que le mandat de 2016 déjà l'avait créé. Nous sommes membres de la garde européenne des frontières et des gardes-côtes. Et donc c'est un concept qui est en fait une réalité opérationnelle, c'est l'agence Frontex avec l'ensemble des autorités nationales. Et il faut que nous puissions avoir la confiance entre nous pour pouvoir fonctionner collectivement et être efficaces de manière générale au niveau de l'Union européenne. En ce qui concerne le droit d'asile et la protection internationale, nos agents déployés sont formés à reconnaître, en tout cas lorsqu'une personne fait état d'un besoin de protection internationale, cette personne doit être orientée vers les autorités en charge de l'asile. Je rappelle que Frontex n'est pas en charge de l'asile, mais le devoir de tout agent de Frontex et le devoir de tout garde-frontière, c'est lorsqu'une personne dit asile, protection, ou paraît vulnérable ou victime de quelque chose, qu'à ce moment-là, cette personne soit orientée vers la protection. Est-ce que l'Union européenne finance les infrastructures, les barrières? À ma connaissance, non. Et ce sont des budgets nationaux. Et Frontex ne participe pas, Frontex n'a pas comme mandat de construire des infrastructures ou de les financer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, merci. Merci d'avoir répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées. À la fois, je pense que ça a été rappelé par plusieurs intervenants, vous avez le soutien de notre commission dans une mission extrêmement délicate compte tenu des crises, et la carte que nous avons sous les cieux l'exprime bien. Je
pense que vous avez bien éclairé la problématique du statut juridique, parce que vous êtes une agence, vous n'êtes pas une organisation interétatique, donc ça pose des difficultés très, très simples à percevoir, puisque vous êtes obligé d'appliquer le droit de chaque pays, ce qui à la fois ralentit la procédure et vos procédures d'intervention. Par ailleurs, il nous apparaît, mais c'est un jugement plus personnel, que Frontex arrive à l'âge de la maturité, et peut-être l'innocence des premières années où Frontex n'était pas confronté à des menaces hybrides, à des mouvements migratoires aussi importants que ceux que nous avons connus. Maintenant, les temps ont malheureusement changé, et je pense qu'il faudra, y compris au niveau des autorités européennes, de la Commission, et notamment de la part de certains commissaires européens, qu'il y ait une meilleure perception de la réalité, car au demeurant, et au-delà des préoccupations humanitaires que nous avons tous, évidemment, bien sûr, mais il faut bien voir aussi que nos opinions publiques réclament la sécurité des frontières, et donc il faut que l'Europe soit à ce rendez-vous. En tous les cas, merci de cette communication qui nous éclaire sur un sujet très important dans les temps que nous courons. Et j'allais dire, comme écho à votre intervention, nous allons recevoir maintenant Nicolas Delacoste, qui est notre ancien ambassadeur en Biélorussie et qui, depuis Vilnius, joue le rôle d'envoyé spécial pour la Biélorussie. Nous aurons quelques éléments complémentaires à ce que vous avez dit. Merci infiniment, monsieur le directeur.